et ça peut coûter très cher à l'entreprise qui va devoir compenser, enfin qui pourrait en tout cas compenser ce qu'un contrat de prévoyance aurait payé et peut-être même être condamné à des pénalités, etc., un préjudice envers le salarié. On tombe normalement plus malade que l'on que l'on décède, donc c'est un risque plus commun finalement, l'arrêt de travail. Donc c'est pour ça que c'est important de le couvrir. Je fais un petit peu le parallèle avec la santé. Il y a des gens qui veulent couvrir que l'hospitalisation et pas les soins de médecine courante, quoi. Donc pas les consultations, la pharmacie, etc. En fait, très souvent, c'est ce qu'on utilise à 90% du temps, les soins courants. On va normalement, si tout va bien, pas tous les ans à l'hôpital, quoi. Donc c'est un peu la même chose. Tu es sur Nomadique, le podcast qui parle de finances perso en expatriation. Aujourd'hui, je reçois Raphaël Lebar, qui travaille pour son expat et qui viendra nous expliquer un des meilleurs outils pour protéger ta famille en expatriation. Je te parle ici de la prévoyance. Je m'appelle Elisabeth Zambelis. C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de prévoyance. Est-ce que tu pourrais commencer par définir ce terme ? La prévoyance, qu'est-ce que c'est? Surtout, qu'est-ce que ça couvre, en fait? Ça couvre notamment tout ce qui est relatif au capital décès, à la perte totale d'autonomie aussi. Donc, pour vraiment protéger ses proches s'il nous arrive quelque chose, que ce soit à l'étranger ou en France d'ailleurs. Et ça couvre également des garanties comme l'arrêt de travail, l'invalidité. Donc c'est vraiment complémentaire en fait aux garanties santé ou retraite qui sont souvent abordées en expatriation. On aborde un petit peu moins la prévoyance, mais c'est des garanties très importantes. Donc voilà, c'est plutôt en anticipation, c'est parfois à fond perdu, donc à ne pas confondre avec des assurances vie. Beaucoup de clients nous posent cette question-là de d'accord, ça va me coûter 1 000 euros par an, 2 000 euros par an, mais à la fin, est-ce que je les retrouve? Et en fait, non. C'est vraiment une assurance prévoyance. Mais l'idée, c'est vraiment voilà, d'avoir des garanties au cas où il y a un accident de la vie, quoi, tout simplement. Pourquoi tu penses qu'il y a cette confusion entre l'assurance santé, la prévoyance? Est-ce que c'est parce que c'est un sujet qui est tellement vaste, il y a tellement de sous-catégories qu'on se perd un peu et qu'on oublie cette partie? Tu as raison, c'est très vaste le fait on va appeler ça la protection sociale à l'étranger. Et la garantie qui est la plus abordée souvent, c'est la santé. Parce que pour les Français, c'est très important de s'assurer en santé et d'avoir une sorte de modèle un petit peu de continuité avec ce qu'on a connu en France depuis qu'on est né, quoi, la sécurité sociale, etc. L'accident de travail, ou l'arrêt de travail ou l'invalidité, c'est plus flou. Je pense que de manière générale, en France aussi, on est un petit peu moins en connaissance de ces sujets-là. Et donc, quand on part à l'étranger, on l'omet. Mais le salarié ou la personne qui part d'elle-même à l'étranger n'est pas la seule finalement à omettre ce sujet-là, puisque nous, on a beaucoup de clients entreprises et les DRH aussi, parfois, voilà, les personnes qui gèrent ça pour le compte de leurs salariés qui sont envoyés à l'étranger omettent aussi parfois ce sujet-là. Donc, je pense que c'est un manque de connaissances parce qu'en fait, en France, c'est aussi la sécurité sociale qui nous couvre en partie sur les problématiques d'arrêt de travail, par exemple, ou d'invalidité. Et puis, en fait, il y a des contrats entreprises qui sont souscrits et nous, on le voit pas forcément en tant que salarié qu'il y a un contrat de prévoyance qui a été souscrit par l'employeur. Donc, en fait, on n'est pas trop au fait. Enfin, c'est une grosse généralité que je fais, hein. Il y a plein de gens qui sont en connaissance, mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas le sujet numéro un. Je dirais que le sujet numéro un, c'est vraiment la santé. En deux, la retraite. Et encore, je trouve que la retraite est très oubliée aussi par beaucoup. Et voilà, le petit mouton noir de cette protection sociale à l'étranger, c'est à mon sens la prévoyance. Par des RH, quels sont les risques pour eux de ne pas prendre de protection pour leurs employés qui partent à l'étranger? Le risque est assez grand en fait parce que en tant qu'employeur, tu as une obligation de résultat envers ton salarié, tu dois le protéger en fait et tu dois le protéger comme s'il était encore en France. Donc pour les salariés qui restent en France, ils ont la sécu qui les couvre en grande partie, le contrat de prévoyance qui a été souscrit par l'employeur, surtout toutes les garanties qu'on a évoquées. Et à l'étranger, c'est plus le cas. Et s'il arrive quelque chose à l'étranger pour le collaborateur que tu aurais envoyé, il est parfaitement en droit de se retourner
vers l'entreprise en disant écoutez, moi vous m'avez pas protégé en fait, euh, et ça peut coûter très cher à l'entreprise qui va devoir compenser, enfin qui pourrait en tout cas compenser ce qu'un contrat de prévoyance aurait payé, et peut-être même être condamné à des pénalités, etc., un préjudice envers le salarié. Pour les DRH, c'est très important ce sujet-là, de l'aborder, de ne pas l'oublier. Et nous, en tant que courtier, en fait, c'est aussi très important parce que c'est aussi notre devoir de conseil de tout balayer et de tout leur présenter. Et quand tu le mentionnes, est-ce qu'ils sont plutôt à l'écoute et ils prennent ça en Ouais. considération? Ouais, vraiment. Ils l'écoutent. Moi, je m'appuie beaucoup sur la CFE. On l'abordera peut-être un petit peu plus en détail pendant ce podcast. Mais la CFE a un vrai rôle à jouer sur la continuité des droits avec le système français. Et la CFE couvre aussi une partie de la prévoyance. Après, à ça, on rajoute bien sûr une complémentaire. Mais voilà, l'idée, enfin moi, quand je m'adresse à une entreprise, c'est vraiment CFE plus complémentaire, que ce soit sur la santé ou la prévoyance. Et bien sûr, nous, on n'a pas vraiment de valeur ajoutée, les compagnies d'assurance ou courtiers, sur la retraite, mais bien sûr qu'on leur préconise aussi de souscrire à la garantie vieillesse de la CFE, donc qui est la garantie retraite, pour continuer de cotiser et valider des trimestres de retraite à l'étranger. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu comment ça fonctionne la CFE? La CFE, donc c'est une caisse de sécurité sociale qui est dédiée aux expatriés, enfin aux expatriés. J'aime pas trop le terme expatrié parce qu'il est souvent confusant, mais qui est dédiée donc aux Français qui vivent à l'étranger. Et donc c'est une caisse qui est autonome, c'est-à-dire que vraiment ils sont pas noyés dans la sécurité sociale, leurs comptes sont vraiment autonomes. Et donc c'est une caisse à affiliation volontaire, il n'y a rien d'obligatoire, c'est pas obligatoire de souscrire à la CFE, contrairement à la sécurité sociale où on est d'office affilié. Nous, on le préconise, et donc la CFE se substitue à la sécurité sociale pour tous les risques à l'étranger. Donc quand on parle de risque, donc il y a la santé. La CFE va rembourser les frais de santé qui sont réalisés à l'étranger à hauteur de ce que la Sécu aurait remboursé pour le même soin en France. Donc si je vais au Maroc chez le médecin et que ça coûte l'équivalent de 40 € par exemple dans une clinique privée, la CFE va rembourser 17,50 € comme la Sécu rembourse une consultation en France. Si la personne va aux États-Unis et que ça coûte 200 €, la CFE va aussi rembourser 17,50 €. Donc voilà, c'est vraiment le système de sécurité sociale pour les soins qui sont faits à l'étranger. Alors bien sûr, j'appuie un petit peu forcément sur des pays, enfin sur un pays cher, notamment les États-Unis, pour montrer que les complémentaires sont importantes. Et pareil sur la prévoyance, la CFE rembourse tout ce qui est lié à la maladie professionnelle, donc reconnaît déjà l'accident de travail, la maladie professionnelle, couvre un petit peu l'arrêt de travail, couvre aussi un petit peu le capital d'essai au même titre que la sécurité sociale. On propose aussi donc de cotiser à la retraite. Donc en fait, il y a 4 garanties principales à la CFE: la santé, la maladie professionnelle, l'arrêt de travail et la retraite. Qu'est-ce que tu as dans la maladie professionnelle? C'est clairement la reconnaissance de l'accident du travail, en fait. Ok. Est-ce que Donc, le burn-out rentre dans la catégorie maladie professionnelle? je pense il peut rentrer dedans. Après, c'est vraiment, enfin, tu vois, c'est selon, comment dire, l'arrêt de travail qui est envoyé à la CFE. Est-ce que c'est reconnu ou non comme une maladie professionnelle? Mais je pense que ça peut clairement l'être. Ouais. Et du coup, la CFE va couvrir en fonction du montant que tu vas payer. Et le montant que tu vas payer va dépendre du pays dans lequel tu vis. Comment ça fonctionne? Pas à la CFE. À la CFE, ça va dépendre de ton revenu. Un petit peu comme en France en fait. Donc c'est ton revenu qui va faire ta cotisation, et donc sur cette base de cotisation, la CFE va rembourser un pourcentage en fait. Et donc elle va pas rembourser la totalité. Donc c'est important d'avoir une complémentaire aussi en prévoyance, une complémentaire à la CFE qui elle va intervenir. Alors ça dépend des formules, un petit peu comme en santé ou un petit peu comme ce qu'on a en France. C'est-à-dire qu'il y a des formules qui couvrent 80% de ton salaire, d'autres 90-100%, avec des franchises aussi. C'est-à-dire que les contrats de prévoyance sur l'arrêt de travail, par exemple, peuvent commencer à rembourser
si l'arrêt de travail est de plus de 30 jours, il y a aussi des franchises à 60 jours, 90 jours. Donc tout ça en fait fait varier la cotisation du contrat d'assurance. Et pour la CFE, c'est vraiment que le revenu qui fait la cotisation et le remboursement et pas la zone géographique. Et ça, c'est quelque chose que tu évalues au quotidien quand tu proposes une prévoyance à tes clients? C'est-à-dire? En termes de choix, par exemple, tu disais il fallait 30 jours, 60 jours, 90 jours. Est-ce que tu choisis déjà ou c'est dans les grilles de la CFE? Alors à la CFE, tu choisis pas, c'est vraiment, tout le monde a la même garantie. C'est vraiment chez l'assureur en fait qu'il y a des formules différentes, où tu choisis ta franchise. Nous, ce qu'on essaye de préconiser, c'est de couvrir au moins aussi bien le salarié à l'étranger que ceux qui sont en France. C'est vraiment le maître mot, tu vois? C'est qu'il y ait pas de discrimination, ou de perte en fait de droits pour la personne qui part par rapport à si elle était restée en France en fait. Et pour les personnes qui partent, à l'étranger d'elles-mêmes et qui ont un contrat local, qu'est-ce que tu conseilles? Il y a aussi, des contrats de prévoyance. En fait, je dirais qu'il y a 3 cibles ou 3 types de contrats dans lesquels on peut retrouver de la prévoyance, à l'étranger. Il y a même de la prévoyance sur les contrats temporaires, tu sais, type, voyage ou type, globe-trotter, je pars 6 mois ou 1 an, par exemple, avec ma famille, faire un petit tour du monde, un petit tour d'Europe. Souvent, il y a une garantie qui s'appelle individuel accident ou alors il y a écrit capital décès. Donc là, c'est déjà de la prévoyance, quoi, hein. C'est un capital qui est versé à ton conjoint, souvent, enfin voilà, à des personnes de la famille. Euh, voilà, donc ça c'est un premier niveau de prévoyance. Et ensuite, il y a des contrats individuels. Donc c'est la cible dont tu parles. C'est les personnes qui s'expatrient toutes seules, quoi, les entrepreneurs. Et là, elles ont le choix de souscrire donc que du capital décès, mais elles peuvent aussi rajouter de l'arrêt de travail. Donc là, l'assureur va demander les revenus, par exemple, des dernières années pour vérifier que le revenu, enfin l'indemnité journalière demandée par l'assuré corresponde bien à ce qu'elle touche ou à ce qu'elle a touché dernièrement, puisqu'on ne peut pas s'enrichir non plus en prévoyance. Gagner plus d'argent en arrêt de travail que quand on travaille, ça paraît logique, mais voilà, c'est pour ça que l'assureur demande. Et C'est bien de sur le le rappeler. donc ça, voilà, c'est la deuxième cible, c'est la prévoyance un peu individuelle. Et après, il y a aussi de la prévoyance donc collective, et c'est ce dont on a parlé un petit peu avant, où là, c'est l'entreprise française qui souscrit pour son salarié qu'elle envoie à l'étranger. Et donc là, pareil, on a du capital d'essai, de l'arrêt de travail, invalidité, et on a sur la prévoyance collective internationale, on a même un peu plus de garanties qui vont vraiment ressembler à ce qu'on a en France pour les salariés français, avec même de la rente d'éducation, de la rente de conjoint. Donc en cas de décès, par exemple, ou d'invalidité, il y a une rente mensuelle qui est versée au conjoint pendant une certaine durée. Rente d'éducation, pareil, c'est pour les enfants, voilà, pour financer toutes leurs études, y compris les études supérieures. Donc c'est des choses qu'on n'a pas souvent sur la prévoyance individuelle internationale, mais plutôt sur la prévoyance collective. Donc on prend soin du conjoint et des enfants. Exactement. La prévoyance, c'est vraiment ça, quoi, parce que bon bah nous, on n'est plus là, mais il faut protéger sa famille ou les personnes voilà, de son entourage. Euh, et c'est d'autant plus vrai en expatriation. On sait que très souvent, alors, pas toujours, mais en tout cas au début de l'expatriation, il n'y a qu'un des deux dans le couple qui travaille. Et si jamais c'est cette personne-là qui décède ou qui a un accident de la vie et donc qui est en perte d'autonomie, qu'est-ce qui se passe quoi pour les revenus de la famille, même pour organiser finalement un retour en France, ça peut être très problématique de ne plus avoir de revenus. Et donc c'est pour ça que la prévoyance, à mon sens, à l'étranger est indispensable. Parce que moi, chef de famille, entre guillemets, financier, même si j'aime pas trop ce terme, s'il m'arrive quelque chose, ça peut avoir des répercussions très 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 importantes, encore plus importantes que si ça arrive en France, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi On parce sait que qu'on est dans les isolé. familles, bah c'est ça, on est isolé. Déjà, on n'a pas notre famille avec nous, pas d'amis. Enfin, on peut avoir des amis à l'étranger, mais je veux dire,
pour nous prêter de l'argent ou quoi, ça peut être plus délicat. Et en France, en général, dans le couple, très souvent les deux travaillent, et ce qui est un peu moins vrai à l'étranger. Ouais, donc du coup, pour se retourner, c'est vraiment une grosse difficulté si on n'a pas prévu quoi que ce soit ou que la personne qui travaille pas a pas du tout de revenus. Est-ce que tu as un exemple qui t'a vraiment marqué dans tout ce que tous les clients que tu as eus jusqu'à aujourd'hui? La personne avait choisi de ne pas prendre de prévoyance. Oui, on a plusieurs exemples. On a plusieurs exemples et c'est des gens qui sont démunis, pour qui on peut pas faire grand-chose, en fait. Il y a souvent des fonds de garantie quand même chez les assureurs. C'est-à-dire que, si on a un client, par exemple, qui est assuré seulement en santé, donc il y a le couple, par exemple, ou la famille qui est assurée, et donc il y en a un des deux qui décède, on peut toujours demander en fait à l'assureur si il peut prendre en charge, par exemple, le rapatriement de toute la famille. Alors c'est parfois aussi en inclusion le rapatriement dans certains contrats, c'est-à-dire qu'il y a du rapatriement du corps de l'assuré et donc des bénéficiaires. Si c'est pas le cas, on peut demander donc à l'assureur si dans ce fonds de garantie qui a été prévu pour des cas exceptionnels, ça peut rentrer dedans. Mais oui, oui, ça arrive assez régulièrement, ouais. Et donc nous, on essaye de les accompagner et trouver des solutions. Après, s'il n'y a pas de garantie capitaux décès, malheureusement, on ne peut pas le souscrire a posteriori. C'est très difficile. Quand on parle de toutes ces questions, est-ce que tu conseilles de couvrir la personne qui travaille ou de couvrir les deux dans un couple? Moi, je pense qu'il faut couvrir les deux, notamment en capital décès et perte totale d'autonomie, parce que pour le coup, ça coûte pas très cher. Et là, on choisit. Même la personne qui travaille pas, en fait, peut s'assurer un capital décès parce que c'est pas en lien avec les revenus. Je choisis le capital, donc c'est souvent, ça commence autour de 20 000 euros de capital, jusqu'à 500 000 euros souvent. Voilà, on n'est pas obligé de s'assurer pour le même capital non plus, mais je trouve que c'est bien quand même, parce que même si c'est la personne qui travaille pas qui décède, il y a quand même des frais qui peuvent être liés, comme on l'a dit, au rapatriement de corps si celui-ci n'a pas été assuré, ou aux obsèques, etc. Donc c'est de toute Puis même au façon toujours. quotidien, les conjoints, les femmes, il y a une étude qui a été faite, portent 150 000 dollars annuels de travail gratuit, en fait. Et je Exactement, ouais. pense que s'il arrive quelque chose à la femme Mm. aussi, ou à l'homme, si c'est celui qui ne travaille pas, Ouais. il y a quand même un moment d'adaptation. Et s'il faut un chauffeur, une nanny, etc., qu'on n'avait pas forcément dans le Exactement. budget initial, ça permet aussi d'adapter. Alors, le choix du capital décès, c'est indépendant de tes revenus. Tu peux vraiment mettre le montant que tu veux. Exactement. Même quelqu'un qui travaille pas peut se couvrir à hauteur de 500 000 euros. C'est juste que la cotisation, du coup, est adaptée à ça. Donc c'est assez fair, en fait. Tu demandes un capital d'essai et tu payes en conséquence. Donc, c'est pour ça que c'est pas forcément lié au revenu. Contrairement à la garantie indemnité journalière qui est là pour en fait compenser une perte de revenus suite à une incapacité ou une invalidité. Là, le capital d'essai, tu payes vraiment pour une garantie. Et est-ce que c'est mieux de prendre ce genre de contrat en France ou dans le pays dans lequel tu vis? Comment? Dans le sens où si tu es non résident et que tu vis de façon permanente dans ton pays, est-ce que c'est mieux de prendre un contrat de prévoyance dans ton pays en cas de décès ou de prendre quelque chose en France? C'est une bonne question. C'est vrai que nous, mais bon, c'est parce qu'on est quartier français, donc on a plutôt tendance à proposer des couvertures internationales depuis la France. La bonne idée de ces contrats-là, c'est qu'en général, la territorialité est quand même plus étendue. Si tu décèdes en France, par exemple, pendant un retour, voilà, t'es garanti. Je pense que le contrat local pourrait ne te garantir que si t'arrive quelque chose dans le pays. Je dis bien, c'est du conditionnel, tout ça, parce que chaque contrat est différent et a ses conditions. Mais en tout cas, ça mérite d'être comparé. Si en revanche j'ai pris des garanties de prévoyance à la CFE, je pense que c'est mieux de prendre un contrat français qui va coller en fait et qui va vraiment venir en complément de la CFE. Et est-ce qu'il y a une question de timing entre le moment où je souscris à la prévoyance, il peut arriver quelque chose demain, est-ce que je suis remboursée tout de Ouais, suite ou il y a 3-4 mois d'attente? c'est une bonne question. Il n'y a pas de carence en général. En fait, il y a un questionnaire de santé qui est demandé à l'adhésion.
Donc, si tu déclares une pathologie, ou si tu ne déclares pas d'ailleurs une pathologie alors que tu es au courant et que tu décèdes de cette pathologie 2 mois plus tard, en effet, l'assureur pourrait dire que tu as fait une fausse déclaration et que tu aurais dû déclarer cette pathologie, donc la garantie ne fonctionnera pas. C'est plutôt en ce sens qu'il peut y avoir des limitations. Sur les contrats collectifs, alors selon les assureurs, il n'y a pas de questionnaire de santé, et notamment quand on assure au moins 5 salariés pour la même entreprise. En général, il n'y a pas de questionnaire de santé, donc c'est plus souple. Mais pour les contrats individuels, voilà, c'est vraiment lié à un questionnaire de santé, donc faut pas tricher, parce que de toute façon, si on triche, la garantie n'est pas acquise. Et est-ce que tu peux souscrire un contrat de prévoyance de manière indépendante, c'est-à-dire sans prendre l'assurance santé internationale qui y serait rattachée? On a même des clients qui prennent, alors soit ils sont bien assurés en santé, en local, parce que leur employeur local leur propose une assurance qui est de bonne qualité. Par contre, il n'y a pas de prévoyance pour les salariés selon les pays, etc. Et là, en effet, on peut leur proposer de la prévoyance seule. Et sur le capital d'essai, combien est-ce que tu conseilles de prendre? L'équivalent de 1 an, 2 ans, 3 ans de salaire? Ouais, 3 ans, c'est ce qu'on m'avait appris quand je m'adressais à des personnes en France. Donc voilà, je dirais ça, mais en fait, bon, c'est du cas par cas, quoi, hein. C'est vraiment du cas par cas. Mais oui, 3 ans, c'est un peu la règle de base. Et une fois que tu touches cette somme, c'est en une fois ou c'est une rente que tu vas toucher, sur plusieurs années? Une fois, c'est en une fois sur le capital, et la rente, c'est plutôt en cas donc d'invalidité, où là, tu as une rente mensuelle, ou alors les rentes de conjoint, rente d'éducation. C'est hyper important à savoir ça, parce que j'imagine que si on touche une grosse somme, 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, il faut aussi, savoir comment on va l'investir pour s'assurer que cet argent puisse nous rapporter le Ouais. plus longtemps possible. Est-ce qu'il y a des clauses auxquelles il faut, faire particulièrement attention? Pas vraiment. Après, il y a des exclusions comme dans beaucoup de contrats d'assurance sur les sports à risque, les zones de guerre, etc. Éviter. Le suicide aussi est souvent exclu des contrats de prévoyance, au moins sur la première année. Après, ça dépend des assureurs. Parfois, l'exclusion n'existe plus à partir de 12 mois sur le contrat. Mais voilà, c'est les exclusions un peu classiques. Et si je vis à l'étranger, j'ai, un accident, je suis en invalidité, j'avais pas pris de contrat de prévoyance et je décide de rentrer en France avec ma famille. Est-ce que la sécurité sociale, française prend en charge quelque chose pour, les personnes qui étaient pas du tout couvertes finalement? C'est une bonne question. Honnêtement, je saurais pas te répondre. Je pense que c'est du cas par cas et qu'il y a un dossier à monter auprès de la sécurité sociale, mais d'où l'importance de la CFE, parce qu'en fait, la CFE permet ça, de faire cette continuité avec la sécurité sociale au retour en France, y compris pour la reconnaissance de l'accident du travail. Parce qu'il y a l'arrêt de travail suite à un accident, une maladie, mais en fait l'accident de travail c'est quand même quelque chose de très spécifique, et quand on a cette garantie à la CFE, ça permet d'avoir cette continuité au retour définitif en France avec la sécurité sociale. Donc ça répond pas trop à ta question, honnêtement, je saurais pas répondre pour la Sécu, mais en prévention, je dirais qu'il faut donc souscrire à la CFE pour éviter toute mauvaise surprise. C'est ça l'important, c'est d'éviter les mauvaises surprises finalement. Est-ce qu'il y a des zones, géographiques à risque ou des métiers particuliers où de toute façon, ça serait impossible pour nous de couvrir un contrat de Oui, oui, il y a souvent des activités professionnelles qui sont, alors, soit exclues, bon, tous les métiers militaires, par exemple, de garde du corps, parfois les plateformes pétrolières aussi, ce genre d'activités-là, ou les activités où les personnes travaillent en hauteur aussi, à plus de X mètres du sol, les cordistes. Donc oui, oui, c'est vraiment l'activité aussi qui peut déterminer l'éligibilité ou non au contrat. Et sur les zones, bon, à part les 4-5 pays vraiment très exclus de la plupart des compagnies d'assurance, même les pays un petit peu surveillés sont couverts. Donc il n'y a pas vraiment de limitation là-dessus.
et on a assez peu de demandes finalement sur les pays très en risque. Donc je dirais qu'à 99%, on a des solutions à proposer. Tout à l'heure, tu mentionnais que dans les pays en guerre, c'était pas possible. Si tu vis dans un pays en paix, qui demain devient un pays en guerre, est-ce que c'est une raison pour l'assurance de pas te rembourser? Normalement, non. Ouais. On a souvent cette question, même sur la santé, parce qu'en fait, les listes de pays exclus évoluent avec l'actualité, hein. Forcément, il y a des pays qui rentrent et qui sortent des pays exclus. Voilà, on sait que dans certains pays, dans certaines régions du monde, dès qu'il y a des élections présidentielles, il y a 6 mois avant, 6 mois après voilà, de contextes compliqués. Donc c'est assez fluctuant. Mais en tout cas, la garantie n'est pas censée s'arrêter si ton pays n'était pas exclu au moment de la souscription. Ok, donc on n'est pas obligé d'être détaché ou expatrié de son entreprise pour pouvoir souscrire à un contrat de prévoyance. On peut normalement vivre partout et exercer la majorité des métiers. Donc c'est vraiment ouvert à quasiment tout le monde Ouais, finalement. à quasiment tout le monde, exactement. Ouais. Est-ce que c'est une demande que tu reçois, les contrats de prévoyance, plutôt pour des personnes qui vont partir ou qui sont déjà parties, leur situation évolue, ils ont des enfants par exemple, et ils se commencent à se poser la question de la protection de la famille? On a vraiment les deux. Nous, de façon générale, on a plutôt des demandes de gens qui sont sur le point de partir. On a aussi des gens qui sont déjà à l'étranger qui nous sollicitent, mais très souvent, enfin en majorité en tout cas, c'est des gens qui sont au départ de France, donc du coup je dirais plutôt ça. Mais on a aussi des demandes de personnes qui sont déjà à l'étranger. En fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs quand même français à l'étranger, encore plus depuis le Covid, où voilà, il y a beaucoup de gens qui ont des activités qui permettent de travailler à distance. Ils sortent du système français classique et donc quid de leur protection sociale et voilà, c'est souvent des personnes qui partent en famille, donc c'est des sujets qui sont très importants. Ouais, c'est une grosse question parce qu'on se sent protégé parce qu'on vit dans une situation qui est pour beaucoup privilégiée et du jour au lendemain il arrive quelque chose et si on n'avait pas anticipé c'est la catastrophe pour les personnes qui restent derrière ou Ouais. qui doivent s'occuper de nous parce qu'on est en situation d'invalidité. À partir de quel moment tu conseilles vraiment aux gens de se poser cette question de souscrire à un contrat de prévoyance? En fait, je pense que tous les profils doivent se la poser. Bien sûr, conséquences pour une personne jeune, célibataire, sans enfant, qui part, ne sont pas les mêmes, hein. Et c'est forcément moindre. Peut-être que là, il faut plutôt axer sur des garanties de rapatriement et de frais de santé. Mais encore, si cette personne est quand même entrepreneur, je pense qu'il faut souscrire à cette garantie de façon systématique. Et en fait, les courtiers ont aussi une part de responsabilité, parce que je trouve que c'est un sujet qui n'est pas assez abordé, y compris par les courtiers d'assurance spécialisés, qui très souvent en fait sont sollicités pour la santé et s'arrêtent un petit peu à ce qu'on leur demande parce que ils sont voilà, c'est pas facile non plus de vendre un contrat santé à l'international et donc le job est fait quoi, mais en fait non, il est fait que partiellement. On devrait, à mon sens, toujours vendre ou en tout cas proposer au moins le capital d'essai à quelqu'un qui part et bien sûr l'arrêt de travail, l'indemnité journalière si c'est pertinent de le faire, mais le capital d'essai pour quelqu'un qui part en famille, ça devrait être d'office. Et surtout pour les entrepreneurs parce que localement, ils ont une moins bonne couverture automatiquement. Oui, voire rien du tout, hein. Dans beaucoup de pays, s'ils sont pas non plus rattachés au système local, à mon sens, ils auront vraiment aucune couverture. Donc ouais, pour les entrepreneurs individuels, c'est indispensable. Si j'ai un budget qui est limité, quelle option je dois avoir dans mon contrat en priorité? L'arrêt de travail, le décès, l'invalidité? Très souvent, de toute façon, tu ne peux pas prendre d'arrêt de travail seul. Chez les assureurs, tu es obligé de prendre au moins le capital d'essai si tu veux pouvoir prendre de l'arrêt de travail. Donc le minimum, c'est vraiment le capital d'essai. Et mais encore une fois, si je suis entrepreneur, je peux aussi choisir, c'est-à-dire c'est qui peut le plus peut le moins. C'est-à-dire que si je touche 50 000 € par an, je peux décider de ne me couvrir que pour 20 000 €
de revenus, par exemple, si c'est trop cher de couvrir vraiment les 50 000 euros de mes revenus. Mais peut-être que 20 000 euros, ça peut me permettre de survivre, quoi, ou de laisser passer l'orage, entre guillemets, le temps que je me remette sur pied et que je puisse reprendre mes activités. Donc voilà, on peut s'assurer à la baisse aussi. On n'est pas obligé de s'assurer pour remplacer à l'euro près son revenu habituel. Ouais, j'ai un de mes amis qui m'a dit un jour, oh, j'ai besoin de rien. En gestion de patrimoine, c'est bon. Comment ça, c'est bon? Moi, j'ai pris un contrat de prévoyance décès, 700 000 $. Un contrat, je sais pas vraiment les détails de tout ça. En fait, Nord aussi, il avait choisi en priorité de couvrir sa famille en cas de gros soucis, en oubliant aussi que finalement, on peut tomber malade et devoir arrêter de travailler pendant 4 ou 5 ans. C'est ça. En plus, heureusement, on tombe normalement plus malade que l'on que l'on décède. Donc c'est un risque plus commun finalement, l'arrêt de travail. Donc c'est pour ça que c'est important de le couvrir. Je fais un petit peu le parallèle avec la santé. Il y a des gens qui veulent couvrir que l'hospitalisation et pas les soins de médecine courante, quoi. Donc pas les consultations, la pharmacie, etc. En fait, très souvent, c'est ce qu'on utilise à 90% du temps, les soins courants. Si tout va bien, pas tous les ans à l'hôpital. Donc c'est un peu la même chose. C'est important de le rappeler aussi et d'avoir une vision 360 en fait de sa santé et de la façon dont on veut protéger sa famille. C'est ça, et sur l'arrêt de travail, si je vis dans un pays pas très cher, finalement, même si je touche 50, 100 000 euros, parce que en fait, tous mes clients sont restés en France, en Europe, aux États-Unis, etc., mais que je vis en Asie, peut-être que 1000, 1500 euros par mois, ça me suffit pour payer mon loyer, me nourrir, etc. Donc c'est pour Sauf ça que si ça on peut être une souhaite rentrer garantie en pas si France chère. Oui, ouais. et que là, on se rend compte qu'on n'avait pas prévu assez. Donc tu disais tout à l'heure, c'est toujours du cas par cas, que ce soit une négociation en collectif avec les RH ou un contrat qui est proposé à une personne en particulier. Ouais, c'est ça. Pour le collectif, vraiment, c'est du cas par cas, mais quand même, le discours, c'est de coller aux garanties françaises qui sont mises en place pour les salariés français. Et c'est les DRH qui sont pour le coup proactifs aussi sur ce sujet, c'est-à-dire qui sont vraiment en demande de prévoyance, en général, vont avoir cette démarche-là et cette demande de dire, ils vont même nous envoyer le contrat français en disant, voilà, au moins vous avez toutes les garanties, essayez de faire pareil pour la personne qui part à l'étranger. Si j'ai déjà une assurance santé internationale, comment je sais si la prévoyance a été déjà incluse? Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est quasiment jamais incluse. Vous le sauriez, mais enfin, tu parles pour un collectif peut-être, un salarié, ou pour de l'individuel? Ouais, pour un collectif. En fait, je me dis que même si on prend une assurance santé, on regarde pas forcément dans le détail tout ce qu'il y a si tout va bien. C'est à partir du Ouais. moment où, par exemple, ah, je suis enceinte, j'avais souscrit un truc, est-ce que ça me couvre bien? Et je pense que s'il arrive une catastrophe, on se pose aussi cette question. Ah, je vais aller vérifier s'il y avait pas quelque chose. Et parfois, on le sait pas, donc on fait pas appel à l'assurance pour être couvert. Et du coup, comment on fait pour vérifier ça? Les assurances santé couvrent pas la prévoyance, ou parfois il y en a qui incluent un mini capital décès. Mais clairement, en plus, surtout si on est individuel, en général, on sait à peu près ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas souscrit. Donc les garanties santé n'incluent jamais ça. Et pour les salariés donc, qui auraient été assurés par leur entreprise, je pense qu'il faut vraiment d'abord demander à la RH, avant de partir, ce pourquoi on est couvert, de recevoir les notices d'information. Comme ça, on a vraiment tout avant de partir. Et on peut aussi demander pendant le séjour à la RH ce qu'il en est. Tout à l'heure, on parlait du conjoint accompagnateur. Est-ce que c'est possible pour un employé de négocier avec son RH d'ajouter un contrat de prévoyance pour son conjoint? Tout est négociable, j'ai envie de dire, mais en tout cas, cette possibilité n'existe pas sur le contrat. Donc il faudrait en fait que le salarié prenne un contrat individuel de son côté, et peut-être qu'il peut négocier un budget avec son employeur, mais moi je le vois pas trop ça. Si on veut prendre un contrat individuel et qu'on a déjà une assurance santé ailleurs, avec quelqu'un d'autre, est-ce qu'on peut te contacter?
Oui, bien sûr. Et du coup, tu fais une évaluation, de la façon dont on a discuté, quels sont les revenus? Est-ce qu'on prend invalidité, décès et cetera? Comment ça fonctionne? Exactement. On fait vraiment un recueil du besoin, souvent par téléphone. On prend le temps, de le faire. Je tiens à préciser que c'est gratuit, hein, il y a pas d'engagement quand on commence à parler avec nous et ensuite on accompagne la personne, sur le choix de ce qui nous semble être la meilleure solution, bien sûr en fonction du budget aussi et donc jusqu'à la souscription et voilà, c'est un parcours quand même, enfin parcours. Ça fait tout de suite peur le mot parcours, mais c'est vrai que comme il y a souvent des questionnaires de santé, ça nécessite un vrai accompagnement de la part du courtier pour aller au bout, de la souscription. Donc on est vraiment là à chaque étape, y compris après, il y a aussi des personnes, même en prévoyance, qui m'ont déjà sollicité pour changer d'assureur parce que, il peut y avoir des changements de tranche d'âge et donc la cotisation augmente, de façon significative d'une année sur l'autre parce que je suis passé de 44 à 45 ans et donc si l'état de santé n'a pas évolué entre-temps, on peut se permettre de refaire un questionnaire de santé et d'aller chez un autre assureur parce que finalement le risque, recommencera chez le nouvel assureur sans, enfin voilà, il y a pas de il y a pas de souci si on commence un autre contrat au bout de quelques années, à l'étranger. Donc en fait, ça reste flexible. J'ai l'impression que parfois on prend une assurance et c'est un peu comme son banquier. On a peur de le quitter. On a une espèce de Oui. fausse loyauté, alors que finalement on devrait pas. On devrait pas, mais on devrait pas surtout si, l'état de santé n'a pas évolué. Moi, c'est vraiment le sujet, même sur la santé, parce que sur la santé, il y a aussi des questionnaires de santé préalables à l'adhésion et c'est vrai que si on a commencé à prendre un contrat, on était en bonne santé avant de partir, l'état de santé se dégrade un petit peu, et donc mon contrat d'assurance actuel me rembourse pour, la dégradation de mon état de santé. Si je veux partir parce que, la cotisation a un peu évolué et cetera, le nouvel assureur pourrait refuser l'adhésion ou pourrait refuser, de couvrir la pathologie déclarée et pareil pour la prévoyance. Donc en fait, en effet, c'est flexible, il faut s'autoriser à regarder, mais si on est tombé malade, c'est vrai qu'on est un petit peu plus coincé, pour être honnête, et mieux vaut rester chez son assureur qui rembourse ce pourquoi on est tombé malade que, aller essayer de gagner un petit peu de cotisation, mais finalement pas être remboursé par le nouvel assureur. Ouais, c'est des fausses économies finalement. Si tu devais dire, une chose à une personne qui part dans 3 une famille qui part dans 3 semaines, ce serait quoi? Comment avez-vous, abordé le sujet de la protection sociale? Vraiment dans son ensemble, vraiment, on couvre tout quoi, santé, prévoyance et donc retraite, même si on traite pas vraiment la retraite, mais on va diriger vers la CFE. C'est vraiment le sujet et après, on rentre dans le détail, hein. Est-ce que c'est pertinent pour vous d'avoir la CFE ou non? Parce que, par exemple, si les salariés sont détachés, ils ont la sécu, donc on les couvre plutôt au premier euro, donc sans CFE. S'ils sont individuels, à ce moment-là, oui, on part plutôt sur de la CFE. Est-ce qu'il y a de la maternité nécessaire, de l'optique dentaire, combien vous gagnez? Enfin, vraiment rentrer dans un recueil très, très, très complet et leur dire de s'assurer. C'est super. Où est-ce qu'on peut te contacter, Raphaël? Je ne sais pas si tu peux transmettre mes coordonnées ou sinon, bien sûr, je peux donner, l'URL de notre site internet. Nous, donc Santexpat, c'est ça que je me suis pas trop présenté, mais on est un courtier d'assurance, donc on est basé à Paris et on fait que de la santé internationale et de la prévoyance internationale. Donc vous pouvez venir sur notre site santexpat.fr, faire le parcours en ligne et donc nos conseillers vous recontactent, dans la journée en général, enfin même, assez rapidement, pour recueillir vos besoins et voir comment on peut vous accompagner et moi je suis disponible directement aussi si vous préférez ne pas passer par le site et m'envoyer un mail. Mon adresse c'est raphaël avec ph @santexpat.fr et on appelle les gens nous sur WhatsApp, parce qu'il y a beaucoup de gens à l'étranger qui nous disent: «Non, non, ne m'appelez pas sur mon numéro, parce que je vais payer un hors forfait de dingue si l'appel vient de France». Donc on s'adapte et on appelle sur WhatsApp, on échange par mail, c'est vraiment, à votre convenance. C'est, hyper intéressant, je te remercie Raphaël. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire, si jamais vous voulez, voir revenir Raphaël sur un autre sujet, lié à l'assurance santé internationale, si vous voulez, qu'on approfondisse encore ces sujets de prévoyance et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.